Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai quelque chose de coincé et au niveau du cou. Et j'espère que vous n'avez pas la même chose que moi. Voilà, j'avais lancé la lecture, mais je n'avais pas de lumière pour lire, donc c'était assez impossible. Tout va mieux. Tout va mieux. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure, après la lecture. Merci encore. Nous en étions à la 7e partie, chapitre 13. Chapitre 13. 3 mois auparavant, Lévin n'aurait pas cru possible de s'endormir paisiblement après une journée comme celle qu'il venait de passer. Mais on s'habitue à tout, surtout quand on voit les autres faire de même. Il dormait donc tranquille, sans souci de ses dépenses exagérées, de sa saoulerie pour appeler les choses par leur nom, au club, de son absurde rapprochement avec un homme dont Kitty avait été amoureuse, de sa visite plus absurde encore à une personne qui, après tout, n'était qu'une femme perdue et qui lui avait aussitôt tourné la tête, au grand chagrin de sa chère Kitty. Vers 5 heures, le bruit d'une porte qu'on ouvrait le réveilla en sursaut. Kitty n'était plus auprès de lui, mais il perçut ses pas dans le cabinet de toilette où vacillait une lumière. Qu'y a-t-il marmotta-t-il encore à moitié endormi. Ce n'est rien, dit Kitty, qui apparut un bougeoir à la main et lui sourit d'un sourire particulièrement tendre et significatif. Je me sens un peu souffrante. Quoi, cela commence s'écria-t-il effrayé, cherchant ses vêtements pour s'habiller au plus vite. Il faut envoyer chercher la sage-femme. Non, non, je t'assure, ce n'est rien, c'est déjà passé, dit-elle en le retenant. Elle éteignit la bougie et se recoucha. Pour suspecte que lui parusse sa respiration pressée et sa réponse palpitante d'émotion, Lévin était si fatigué qu'il se rendormit aussitôt. Plus tard seulement, il imagina les pensées qui durent agiter cette chère âme, alors qu'étendue immobile à son côté, elle attendait patiemment le moment le plus solennel qui puisse marquer la vie d'une femme. Vers 7 heures, Kitty, partagée entre la crainte de l'éveiller et le désir de lui parler, finit par lui toucher l'épaule. « Kostia, n'aie pas peur, ce n'est rien, mais je crois qu'il vaut mieux chercher Elisabeth Petrovna. » Elle avait rallumé la bougie et repris le tricotage qui l'occupait depuis plusieurs jours. « Ne t'effraie pas, je t'en supplie. Je n'ai pas peur du tout, continua-t-elle en voyant l'air terrifié de son mari, et elle lui prit la main pour la porter à son cœur et à ses lèvres. Lévin sauta à bas du lit, sans quitter sa femme des yeux, enfila sa robe de chambre et s'arrêta soudain, impuissant à s'arracher à cette contemplation. Brillant d'une alerte résolution sous le bonnet d'où s'échappaient des mèches soyeuses, ce cher visage, dont il croyait connaître la moindre expression, lui apparaissait sous un jour tout nouveau. Cette âme, candide et transparente, se dévoilait presque jusque dans son tréfonds. Il rougit de honte en se rappelant la scène de la veille. Kitty aussi le regardait, toute souriante. Mais tout à coup, ses paupières palpitèrent. Elle dressa la tête et, attirant à elle son mari, elle se serra contre sa poitrine comme sous l'étreinte d'une vive douleur. À la vue de cette souffrance muette, le premier mouvement de Lévin fut encore de s'en croire coupable. Mais le regard chargé de tendresse de Kitty le rassura. Loin de l'accuser, elle semblait l'aimer davantage. « À qui la faute, sinon à moi ?» se demanda-t-il, cherchant en vain pour l'en punir l'auteur de ce tourment qu'elle endurait d'ailleurs avec la fierté du triomphe. Il sentit qu'elle atteignait à une hauteur de sentiment qu'il ne pouvait comprendre. « J'ai déjà envoyé chez maman, dit-elle. Et toi, va vite chercher Elisabeth Petrovna. Kostia. Non, c'est passé. Elle le quitta pour sonner sa femme de chambre. Eh bien, va vite, je me sens mieux et voici Pacha qui vient. À sa grande surprise, il la vit reprendre son ouvrage. Comme il sortait par une porte, Pacha entrait par l'autre. Il entendit Kitty lui passer ses instructions tout en l'aidant à déplacer le lit. Il s'habilla à la hâte et, tandis qu'on attelait, car à cette heure matinale il risquait de ne point trouver de fiacre, il s'aventura sur la pointe des pieds dans la chambre à coucher. 2 servantes s'y affairaient, attentives aux ordres de Kitty, qui marchait de long en large et tricotait nerveusement. « Je vais chez le médecin. J'ai fait prévenir la sage-femme et j'y passerai moi-même. Ne faut-il rien de plus ? Ah oui, Dolly !» Elle le regardait sans l'écouter.
Oui, c'est cela, va vite, lui dit-elle avec un geste de congé. Comme il traversait le salon, il crut percevoir une plainte, aussitôt contenue. Il ne comprit pas tout d'abord, mais bientôt « C'est elle qui gémit », murmura-t-il, et se prenant la tête à deux mains, il se sauva en courant. « Seigneur, ayez pitié de nous, pardonnez-nous, aidez-nous » Ces mots qui lui vinrent soudain aux lèvres, il se mit à les répéter du fond du cœur. Et lui, l'incrédule, ne connaissant plus ni scepticisme ni doute, il invoqua celui qui tenait en son pouvoir et son âme et son amour. Le cheval n'était pas encore attelé. Pour ne pas perdre de temps et distraire son attention, il partit à pied après avoir donné à Kousma l'ordre de le suivre. Au coin de la rue, il aperçut un petit traîneau qui amenait au trot d'un maigre cheval Elisabeth Petrovna, enveloppée d'un châle et d'une rotonde de velours. « Dieu merci !» murmura-t-il en reconnaissant le visage blond de la jeune femme, qui lui parut plus grave que jamais. Et, sans faire arrêter le traîneau, il rebroussa chemin en courant à côté. « Pas plus de 2 heures, dites-vous. Bien. Vous trouverez certainement Pierre Dmitrievitch chez lui. Inutile de le presser. N'oubliez pas de prendre de l'opium à la pharmacie. Alors vous croyez que tout se passera bien? Que Dieu vous aide. » Et, voyant arriver Kousma, il monta en traîneau et se fit conduire chez le médecin. Chapitre 14. Le médecin dormait encore et un domestique, absorbé par le nettoyage de ses lampes, déclara que son maître, s'étant couché tard, avait défendu de le réveiller, mais qu'il se lèverait bientôt. Le souci que cet homme prenait des verres de lampe et sa profonde indifférence à l'égard des événements extérieurs indignèrent d'abord Lévin. Mais, à la réflexion, il se dit qu'après tout, personne n'était obligé de connaître les sentiments qui l'agitaient. Pour percer cette muraille de froideur, il lui faudrait agir avec une calme résolution. Ne point me hâter et ne rien omettre, telle doit être ma règle de conduite, décida-t-il, heureux de sentir toute son attention, toutes ses forces physiques absorbées par la tâche qui s'imposait à lui. Après avoir échafaudé divers plans, il s'arrêta au suivant. Kousma apporterait un billet à un autre médecin. Quant à lui, il passerait à la pharmacie et reviendrait chez Pierre Dmitrievitch. Si celui-ci n'était pas encore debout, il achèterait la bienveillance de son domestique ou, en cas de refus, envahirait de force la chambre à coucher. À la pharmacie, un cocher attendait des poudres, qu'un aide-pharmacien enrobait dans des capsules avec la même indifférence que le domestique de l'Esculape nettoyant ses verres de lampe. Bien entendu, ce chétif personnage refusa de délivrer de l'opium à Lévin qui, s'armant de patience, nomma le médecin et la sage-femme qui l'envoyait et expliqua l'usage qu'il comptait faire de ce médicament. Sur avis favorable du patron retranché derrière une cloison et dont il avait pris conseil en langue allemande, l'aide-pharmacien s'empara d'un bocal, versa à l'aide d'un entonnoir quelques gouttes de son contenu dans une fiole qu'il étiqueta et cacheta, en dépit des objurgations de Lévin. Il allait même l'envelopper quand son client exaspéré la lui arracha des mains et prit la fuite. Le médecin dormait toujours et son domestique étendait maintenant les tapis. Résolu à garder son sang-froid, Lévin tira alors de son portefeuille un billet de 10 roubles et, le glissant dans la main de l'inflexible serviteur, lui assura en pesant ces mots que Pierre Dmitrievitch ne se formaliserait certainement pas, ayant promis de venir à toute heure du jour ou de la nuit. Combien ce Pierre Dmitrievitch, si insignifiant d'ordinaire, devenait, aux yeux de Lévin, un personnage important. Convaincu par ces arguments, le domestique ouvrit le salon d'attente et bientôt Lévin entendit dans la pièce voisine le toussotement du médecin suivi d'un bruit d'ablution. Au bout de 3 minutes, n'y tenant plus, il entr'ouvrit la porte de communication. « Excusez-moi, Pierre Dmitrievitch, murmura-t-il d'une voix suppliante, recevez-moi comme vous êtes, elle souffre depuis plus de 2 heures. »« Je viens, répondit le médecin d'un ton narquois. 2 mots seulement, je vous en supplie. Un petit instant. » Il fallut encore au médecin 2 minutes pour se chausser, 2 autres pour s'habiller et se peigner. Ces gens-là n'ont pas de cœur, songeait Lévin. Peut-on se peigner quand il s'agit d'un cas de vie ou de mort? Il allait réitérer ses supplications lorsque le médecin apparut, dûment costumé. « Bonjour, dit-il le plus posément du monde, comme s'il eût voulu narguer Lévin. Qu'y a-t-il ? Lévin commença aussitôt un long récit chargé d'une foule de détails inutiles, en s'interrompant à chaque instant pour supplier le médecin de partir. « Rien ne presse, vous n'y entendez rien.
Je viendrai puisque je l'ai promis, mais croyez-moi, ma présence sera sans doute superflue. En attendant, prenons toujours une tasse de café. » Lévin n'en croyait pas ses oreilles. Se moquait-on de lui? Le visage du praticien n'annonçait nullement cette intention. « Je vous comprends, reprit Pierre Dmitrievitch en souriant, mais que voulez-vous? Nous autres maris faisons triste figure dans ces cas-là. Le mari d'une de mes clientes se sauve d'habitude à l'écurie. Mais pensez-vous que cela se passe bien? J'ai tout lieu de le croire. Vous allez venir, n'est-ce pas? Insista Lévin en foudroyant du regard le domestique qui apportait le café. Dans une petite heure. Au nom du ciel, docteur! Eh bien, laissez-moi prendre mon café, je suis à vous. Un silence suivit. Les Turcs m'ont tout l'air de recevoir une frottée, reprit le médecin, la bouche pleine. Avez-vous lu le dernier communiqué? Lévin n'y tint plus. Je me sauve, déclara-t-il en sautant de sa chaise. Jurez-moi de venir dans un quart d'heure. Accordez-moi une demi-heure. Parole d'honneur! En rentrant chez lui, Lévin se heurta à sa belle-mère qui arrivait. Elle l'embrassa, les larmes aux yeux et les mains tremblantes. Tous deux se dirigèrent vers la chambre à coucher. « Eh bien, ma bonne, demanda la princesse en prenant le bras de la sage-femme qui venait à leur rencontre, le visage rayonnant bien que préoccupé. Tout va bien, mais elle ferait mieux de se coucher. Faites-lui entendre raison. » Depuis qu'en s'éveillant il avait compris la situation, Lévin, résolu à soutenir le courage de sa femme, s'était promis de ne penser à rien, de renfermer ses impressions et de contenir son cœur à deux mains pendant 5 heures, durée habituelle de l'épreuve s'il fallait en croire les compétences. Mais quand au bout d'une heure il retrouva Kitty dans le même état, la crainte de ne pouvoir résister au spectacle de cette torture s'empara de lui et il multiplia ses invocations au ciel afin de ne pas défaillir. Une autre heure s'écoula, une troisième, une quatrième, enfin la dernière qu'il s'était assignée pour terme, et il patientait toujours, parce qu'il ne pouvait faire autrement, convaincu à chaque minute qu'il avait atteint les dernières limites de la patience et que son cœur allait éclater. Mais bien d'autres heures passaient et sa terreur grandissait sans cesse. Peu à peu, les conditions habituelles de la vie disparurent, la notion de temps cessa d'exister. Certaines minutes, celle où sa femme l'appelait à elle, où il tenait dans les siennes cette main moite qui tantôt se cramponnait à lui, tantôt au contraire le repoussait rageusement, lui semblaient des heures. Certaines heures, au contraire, s'envolaient comme des minutes, et quand la sage-femme lui demanda d'allumer une bougie derrière le paravent, il fut tout interdit en voyant la nuit arriver. Prévenu qu'il était 10 heures du matin et non 5 heures du soir, il n'en aurait pas été autrement surpris. Qu'avait-il fait au cours de cette journée? Il eût été bien embarrassé de le dire. Il revoyait Kitty agitée et plaintive, puis calme, souriante, cherchant à le rassurer. La princesse, rouge d'émotion, ses boucles grises défrisées, dévorant ses larmes, Dolly, le médecin fumant de grosses cigarettes, la sage-femme et son visage sérieux mais rassurant, le vieux prince arpentant le grand salon d'un air sombre, mais les entrées et les sorties se confondaient dans sa pensée. La princesse et le docteur se trouvaient avec lui dans la chambre à coucher, puis dans son bureau où une table servie faisait son apparition. Et tout à coup la princesse se muait en Dolly. Il se rappela qu'on l'avait chargé de diverses commissions. Tantôt il déménageait un divan et une table, besogne dont il s'acquittait avec conscience, la croyant utile à Kitty, alors qu'en réalité il préparait son propre lit. Tantôt on l'envoyait demander quelque chose au médecin et celui-ci lui répondait et l'entretenait des fâcheux désordres du conseil municipal. Puis il se transportait chez sa belle-mère pour décrocher dans sa chambre une image sainte au revêtement d'argent doré. Il s'y prenait si maladroitement qu'il brisait la veilleuse. La vieille camériste le consolait de cet accident et lui prodiguait des encouragements au sujet de Kitty. Il rapportait enfin l'icône et la plaçait précautionneusement au chevet de la gisante, derrière les oreillers. Mais quand et comment tout cela était-il arrivé? Mystère. Pourquoi la princesse lui prenait-elle la main d'un air de compassion? Pourquoi Dolly cherchait-elle à le faire manger avec force raisonnement? Pourquoi le médecin lui-même lui offrait-il une potion calmante en le regardant avec gravité? Une seule chose lui apparaissait évidente. L'événement actuel était du même ordre que l'agonie de son frère Nicolas l'année précédente, dans cette misérable auberge de province. Le chagrin cédait la place à la joie, mais dans la grisaille habituelle de l'existence, joie et chagrin ouvraient des perspectives sur l'au-delà. Et cette contemplation emportait son âme sur des sommets vertigineux où sa raison se refusait à le suivre. « Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, venez à mon aide.
répétait-il sans cesse, heureux d'avoir retrouvé en dépit d'un long éloignement des choses saintes la même naïve confiance en Dieu qu'au jour de son enfance. Pendant ces longues heures, Lévin connut alternativement deux états d'esprit fort opposés. Avec Dolly, avec le prince, avec le médecin qui fumait cigarette sur cigarette et les éteignait sur le bord d'un cendrier trop plein, il agitait des choses indifférentes, telles que la politique, la cuisine ou la maladie de Marie Petrovna, et oubliait pour un instant ce qui se passait dans la chambre voisine. Aussitôt dans cette pièce, son cœur se déchirait et son âme élevait vers Dieu une prière incessante. Et chaque fois qu'un gémissement venait l'arracher au bienfaisant oubli, l'angoisse d'une culpabilité imaginaire l'étreignait comme à la première minute. Pris du besoin de se justifier, il courait alors vers sa femme, se rappelait en chemin qu'il n'y pouvait rien, mais s'obstinait à vouloir lui venir en aide. La vue de la patiente lui faisait sentir toute son impuissance. Il ne lui restait qu'à multiplier ses « Seigneur, ayez pitié ». Plus le temps avançait, plus le contraste entre ces deux états devenait douloureux. Excédé par les appels de Kitty, Lévin en était venu à récriminer contre la malheureuse. Mais dès qu'il apercevait son visage souriant et soumis, dès qu'il l'entendait lui dire « Que de tourments je te cause, mon pauvre ami », c'était à Dieu même qu'il s'en prenait pour implorer aussitôt son pardon et sa miséricorde. Chapitre 15. Les bougies achevaient de brûler dans leurs bobèches. Lévin traversait une période d'oubli. Assis près du médecin, auquel Dolly venait d'offrir de prendre quelque repos, il contemplait la cendre de sa cigarette, tout en l'écoutant se plaindre d'un charlatan de magnétiseur. Tout à coup, un cri qui n'avait rien d'humain retentit, pétrifié d'épouvante. Lévin interrogea du regard le médecin, qui tendit l'oreille et sourit d'un air d'approbation. Lévin en était venu à ne plus s'étonner de rien. « Cela doit être ainsi, » se dit-il. Cependant, pour s'expliquer ce cri, il alla sur la pointe des pieds reprendre sa place au chevet de la malade. Évidemment, quelque chose de nouveau se passait, qu'il ne pouvait ni ne voulait comprendre, mais que trahissait le visage pâle et grave d'Elisabeth Petrovna. Les mâchoires de cette femme tremblotaient. Elle ne quittait pas des yeux la face tuméfiée de Kitty, où s'était collée une mèche de cheveux. La pauvre enfant saisit de ses mains moites les mains glacées de son mari et les pressa contre ses joues fiévreuses. « Reste, reste, je n'ai pas peur, dit-elle d'une voix saccadée. Maman, ôtez-moi mes boucles d'oreilles, elles me gênent. Tu n'as pas peur, ce sera bientôt fini, n'est-ce pas, Elisabeth Petrovna ?» Elle allait sourire, mais soudain son visage se défigura et repoussant son mari. « Va-t'en, je souffre trop, je vais mourir !» L'effroyable hurlement se répéta. Lévin se prit la tête à deux mains et se sauva, sans vouloir écouter Dolly qui lui criait « Ce n'est rien, tout va bien !» Il savait maintenant que tout était perdu. Réfugié dans la pièce voisine, le front contre le chambranle de la porte, il écoutait ces clameurs monstrueuses poussées par cette chose informe qui naguère était Kitty. Il ne songeait à l'enfant que pour en avoir horreur. Il ne demandait même plus à Dieu de lui conserver sa femme, mais de mettre un terme à d'aussi atroces souffrances. « Docteur, qu'est-ce que cela signifie ?» dit-il en saisissant le bras du médecin qui entrait. « C'est la fin, » répondit celui-ci d'un ton sérieux. Lévin crut qu'il avait voulu dire « la mort ». Fou de douleur, il se précipita dans la chambre à coucher, où le premier visage qu'il aperçut fut celui de la sage-femme, toujours plus renfrognée. Quant à Kitty, il ne la reconnut pas dans cette forme hurlante et contorsionnée. Sentant son cœur prêt à se rompre, il appuya la tête contre le bois du lit. Et soudain, au moment où les cris semblaient atteindre le comble de l'horreur, ils cessèrent brusquement. Lévin n'en croyait pas ses oreilles. Mais il lui fallut bien se rendre à l'évidence. Le silence s'était fait. Il ne percevait plus que des souffles saccadés, des chuchotements, des allées et venues discrètes, et la voix de sa femme murmurant avec une indicible expression de bonheur « C'est fini !» Il leva la tête. Elle le regardait, les mains affaissées sur la couverture, cherchant à lui sourire, belle d'une beauté languissante et souveraine. Abandonnant aussitôt la sphère mystérieuse et terrible où il s'était agité durant 22 heures, Lévin reprit pied dans le monde réel, un monde réel resplendissant d'une telle lumière de joie qu'il ne put la supporter. Les cordes trop tendues se rompirent, il fondit en larmes, et des sanglots qu'il était loin de prévoir lui coupèrent la parole.
À genoux près du lit, il appuyait ses lèvres sur la main de Kitty, qui lui répondait par une légère pression des doigts. Cependant, entre les mains exercées de la sage-femme s'agitait, pareil à la lueur vacillante d'une petite lampe, la faible flamme de vie de cet être qui, une seconde auparavant, n'existait pas, mais qui bientôt ferait aussi valoir ses droits au bonheur et engendrerait à son tour d'autres êtres semblables à lui-même. Il vit, ne craignez rien, et c'est un garçon, entendit Lévin, tandis que d'une main tremblante, Elisabeth Petrovna frictionnait le dos du nouveau-né. « Maman, c'est bien vrai ?» demanda Kitty. La princesse ne répondit que par des sanglots. Comme pour ôter le moindre doute à la mère, un son, bien différent de toutes ces voix contenues, s'éleva au milieu du silence. C'était un cri hardi, insolent, téméraire, poussé par ce nouvel être qui venait de surgir, Dieu sait d'où. Quelques instants plus tôt, on aurait pu facilement faire croire à Lévin que Kitty était morte, qu'elle l'avait suivie dans la tombe, que leurs enfants étaient des anges, qu'ils se trouvaient en présence de Dieu. Maintenant que la réalité l'avait repris, il dut faire un prodigieux effort pour admettre que sa femme vivait, qu'elle allait bien, que ce petit être vagissant était son fils. Il éprouvait un immense bonheur à savoir Kitty sauvée. Mais pourquoi cet enfant? Qui était-il? D'où venait-il? Cette idée lui parut difficile à accepter. Il ne s'y fit que lentement. Chapitre 16. Vers 10 heures, le vieux prince, Serge Ivanovitch et Stepan Arkadievitch se trouvaient réunis chez Lévin pour y prendre des nouvelles de l'accouchée. Lévin se croyait séparé de la veille par un intervalle de 100 ans. Il écoutait les autres parler et faisait effort pour descendre jusqu'à eux des hauteurs auxquelles il planait. Tout en s'entretenant de choses indifférentes, il pensait à la santé de sa femme, à ce fils dont l'existence lui semblait toujours une énigme. Le rôle de la femme dans la vie, dont il n'avait guère compris l'importance que depuis son mariage, dépassait maintenant toutes ses prévisions. Tandis que ses visiteurs discouraient sur un dîner qui avait eu lieu la veille au club, il se disait « Que fait-elle? À quoi songe-t-elle? S'est-elle endormie? Et mon fils Dmitri, crie-t-il toujours ?» Au beau milieu d'une phrase, il sauta de son siège pour aller voir ce qui se passait chez Kitty. « Fais-moi savoir si je puis rentrer, dit le prince. Tout de suite, répondit Lévin sans s'arrêter. Elle ne dormait pas, coiffée d'un bonnet à ruban bleu et bien arrangée dans son lit, les mains posées sur la couverture, elle causait à voix basse avec sa mère, formant déjà des plans pour le prochain baptême. Son regard, déjà brillant, s'enflamma davantage à l'approche de son mari. Son visage reflétait ce calme souverain qu'on lit sur la face des morts, signe ici de bienvenue et non d'adieu à la vie. Elle lui prit la main et lui demanda s'il avait un peu dormi. L'émotion de Lévin fut si vive qu'il détourna la tête. « Figure-toi, Kostia, que j'ai sommeillé et que je me sens très bien. » L'expression de son visage changea brusquement. L'enfant vagissait. « Donnez-le-moi, Elisabeth Petrovna, que je le montre à son père. »« Nous allons nous montrer dès que nous aurons fait notre toilette, » répondit la sage-femme en déposant au pied du lit une forme étrange, rougeâtre et tremblotante, qu'elle se mit à démailloter, à poudrer, à remailloter, en la faisant tourner à l'aide d'un seul doigt. Lévin considéra le petit avec de vains efforts pour se découvrir des sentiments paternels. Mais quand apparurent ses petits bras, ses petits pieds couleur de safran, et qu'il les vit se replier comme des ressorts sous les doigts de la sage-femme qui les enveloppait dans des langes, il fut pris de pitié et esquissa un geste pour la retenir. « Soyez tranquille, dit celle-ci en riant, je ne lui ferai pas de mal. » Quand elle eut arrangé son poupon comme elle l'entendait, Elisabeth Petrovna le fit sauter d'un bras sur l'autre et, toute fière de son travail, s'écarta pour que Lévin pût admirer son fils dans toute sa beauté. « Donnez-le-moi, dit Kitty, qui n'avait cessé de suivre du coin de l'œil les mouvements de la sage-femme et qui fit mine de se soulever. « Voulez-vous bien rester tranquille, Catherine Alexandrovna? Je m'en vais vous le passer. Attendez que nous nous fassions voir à papa. » Et d'un seul bras, l'autre main soutenait seulement la nuque branlante, elle leva vers Lévin cet être bizarre et rougeaud qui cachait sa tête dans un coin de l'ange. À vrai dire, on distinguait un nez, des yeux bridés et des lèvres barbotantes. « C'est un enfant superbe, déclara la sage-femme. » Lévin soupira. «
Cet enfant superbe ne lui inspirait que pitié et dégoût. Il s'était attendu à tout autre chose. Tandis qu'Elisabeth Petrovna déposa le petit dans les bras de sa mère, Lévin se détourna, mais le rire de Kitty lui fit tourner la tête. L'enfant avait pris le sein. « C'est assez, dit la sage-femme au bout d'un instant, mais Kitty ne voulut pas lâcher son fils qui s'endormit près d'elle. « Regarde-le maintenant, dit-elle, en tournant l'enfant vers son père, au moment où le petit visage prenait une expression plus vieillotte encore pour éternuer. Lévin se sentit prêt à pleurer d'attendrissement. Il embrassa sa femme et quitta la chambre. Combien les sentiments que lui inspirait ce petit être différaient de ceux qu'il avait prévus. Au lieu de la joie escomptée, il n'éprouvait qu'une pitié angoissante. Il y avait dorénavant dans sa vie un nouveau coin vulnérable. Et la crainte de voir souffrir cette pauvre créature sans défense l'empêcha de remarquer le mouvement de fierté niaise qui lui avait échappé en l'entendant éternuer. Chapitre 17. Les affaires de Stepan Arkadievitch traversaient une phase critique. Il avait dépensé les 2/3 de l'argent rapporté par la vente du bois, et l'acheteur, qui lui avait escompté à 10% une partie du dernier tiers, ne voulait plus rien avancer. D'autant plus que Darya Alexandrovna, affirmant pour la première fois ses droits sur sa fortune personnelle, refusait de donner sa signature. Les frais du ménage et quelques dettes criardes absorbaient tout le traitement. La situation devenait fâcheuse, mais Stepan Arkadievitch ne l'attribuait qu'à la modicité de son traitement. La place qu'il croyait bonne 5 ou 6 ans plus tôt ne valait décidément plus rien. Petrov, qui dirigeait une banque, touchait 12 000 roubles. Mitin, qui en avait fondé une autre, 50 000. Décidément, se dit Oblonsky, je m'endors et l'on m'oublie. Il se mit donc en quête de quelques fonctions bien rétribuées et vers la fin de l'hiver, il crut l'avoir trouvée. Après avoir engagé l'attaque à Moscou à l'aide de ses oncles, de ses tantes et de ses amis, il se décida à faire au printemps le voyage de Pétersbourg pour enlever l'affaire. C'était un de ces emplois comme on en rencontre maintenant, qui rapportent suivant le cas de 1000 à 50 000 roubles et valent encore mieux que les bonnes petites places à pot de vin de naguère. Elles exigent, il est vrai, des aptitudes si variées, une activité si extraordinaire que, faute de trouver des hommes assez richement doués pour les remplir, on se contente d'y mettre des hommes honnêtes. Honnête, Stepan Arkadievitch l'était sans doute, l'était dans toute la force du terme, tel qu'on l'entend à Moscou, où l'honnêteté consiste autant à fronder le gouvernement qu'à ne point frustrer son prochain. Et comme il hantait précisément les milieux où ce mot avait été lancé, il estimait être mieux fondé que personne à occuper cet emploi. Il pouvait le cumuler avec ses fonctions actuelles et y gagner une augmentation de revenus de 7 à 10 000 roubles. Mais tout dépendait du bon vouloir de 2 ministres, d'une dame et de 2 Israélites qu'il se proposait de solliciter en personne après avoir fait sonder le terrain par ses protecteurs. Il profiterait de l'occasion pour obtenir de Karénine une réponse définitive au sujet du divorce d'Anna. Il extorqua donc 50 roubles à Dolly et partit pour Saint-Pétersbourg. Reçu par Karénine, il dut subir l'exposé d'un plan de réforme des finances russes avant de pouvoir aborder les sujets qui l'amenaient. C'est fort juste, dit-il, lorsqu'Alexis Alexandrovitch, arrêtant sa lecture, ôta le pince-nez sans lequel il ne pouvait plus lire pour interroger son beau-frère de regard. C'est fort juste dans le détail, mais le principe dirigeant de notre époque n'est-il pas en définitive la liberté ? Le principe nouveau que j'expose embrasse également celui de la liberté, répliqua Alexis Alexandrovitch en appuyant sur le mot « embrasse » et en remettant son pince-nez pour indiquer dans son élégant manuscrit à grande marge un passage concluant. Car si je réclame le système protectionniste, ce n'est pas pour l'avantage du petit nombre, mais pour le bien de tous, des basses classes comme des classes élevées. C'est précisément là ce qu'ils ne veulent pas comprendre, ajouta-t-il en regardant Oblonsky par-dessus son pince-nez, absorbés qu'ils sont par leurs intérêts personnels et si aisément satisfaits de phrases creuses. Stepan Arkadievitch savait que Karénine était au bout de ses démonstrations lorsqu'il interpellait ceux qui repoussaient ses projets et causait ainsi le malheur de la Russie. Aussi ne chercha-t-il plus à sauver le principe de la liberté. De fait, Alexis Alexandrovitch se tut bientôt et se prit à feuilleter son manuscrit d'un air pensif. « À propos, puis dire alors Oblonsky, oserais-je te prier de toucher à l'occasion un mot pour moi à Pomorsky ?
Je voudrais être nommé membre de la commission des agences réunies du Crédit Mutuel et des chemins de fer du Midi. Stepan Arkadievitch avait appris par cœur le titre plutôt compliqué de l'emploi auquel il aspirait. Il le débita donc sans la moindre hésitation. Alexis Alexandrovitch n'en demanda pas moins des détails. Les buts que poursuivait cette commission ne viendraient-ils point à la traverse de ses plans de réforme? Le fonctionnement en était si compliqué et les projets de Karénine si vastes qu'on ne pouvait à première vue s'en rendre compte. Évidemment, dit-il en laissant tomber son lorgnon, il me sera facile de lui en toucher un mot. Mais je ne vois pas bien pourquoi tu désires cette place. Le traitement est d'environ 9000 roubles et mes moyens. 9000 roubles, répéta Karénine, soudain renfrognée. La future activité de son beau-frère heurtait l'idée dominante de ses projets qui préconisaient l'économie avant tout. Ces appointements exagérés prouvent, comme je l'ai fait ressortir dans sa mémoire, la défectuosité de notre assiette économique. Un directeur de banque touche bien 10 000 roubles et un ingénieur jusqu'à 20 000. Ce ne sont pas des sinécures. Selon moi, un traitement n'étant pas autre chose que le prix d'une marchandise doit être soumis à la loi d'offre et de demande. Or, si je vois deux ingénieurs également capables, sortis de la même école, recevoir d'un 40 000 roubles, tandis que l'autre se contente de 2 000, si d'autre part je vois un hussard ou un juriste qui ne possède aucune connaissance spéciale devenir directeur d'une banque avec des appointements phénoménaux, je conclus qu'il y a là un vice économique d'une désastreuse influence sur le service de l'État. J'estime, soit, mais il s'agit d'une nouvelle institution, d'une utilité incontestable, et que l'on tient à voir dirigée par des gens honnêtes, interrompit Stepan Arkadievitch, appuyant sur le dernier mot. C'est un mérite négatif, répondit Alexis Alexandrovitch, insensible à la signification moscovite de ce terme. Fais-moi néanmoins le plaisir d'en parler à Pomorsky. Volontiers, mais en l'occurrence, Bolgarinov doit être plus influent. Bolgarinov est complètement d'accord, déclara Stepan Arkadievitch, qui ne put se défendre de rougir au souvenir de la visite qu'il avait dû faire le matin même à ce personnage. Éprouvait-il quelque regret de rompre une tradition ancestrale en abandonnant le service de l'État pour se consacrer à une entreprise très utile, très honnête, mais enfin particulière? Ressentait-il l'affront de devoir, lui, prince Oblonsky, descendant de Rourik, attendre 2 heures durant le bon plaisir d'un youpin? Toujours est-il que, pris d'un soudain malaise moral, il avait voulu le surmonter en faisant les 100 pas d'un air crâne, en plaisantant avec les autres solliciteurs, en cherchant un calembour qui convînt à la situation. Mais, comme il n'arrivait pas à mettre son bon mot sur pied, il perdait de plus en plus contenance. Enfin, Bolgarinov, évidemment ravi de son triomphe, l'avait reçu avec une politesse raffinée tout en ne lui laissant guère d'espoir sur le succès de sa démarche. Aussitôt dehors, Stepan Arkadievitch s'était efforcé d'oublier cette avanie dont il lui fallait maintenant rougir. Chapitre 18. Il me reste encore une chose à te demander, reprit Oblonsky en chassant ce mauvais souvenir. Tu devines laquelle? Anna. À ce nom, une lassitude mortelle glaça les traits tantôt si animés d'Alexis Alexandrovitch. Que voulez-vous encore de moi? Dit-il en se retournant sur son fauteuil et en fermant son pince-nez. Une décision quelconque, Alexis Alexandrovitch. Ce n'est pas, il allait dire, au mari trompé. Mais craignant de tout gâter, il remplaça avec assez peu d'à-propos ces mots par « à l'homme d'État » que je m'adresse, mais au chrétien, à l'homme de cœur. Aie pitié d'elle. De quelle façon? Demanda doucement Karénine. Elle te ferait peine si tu la voyais. Crois-moi, je l'ai observée pendant tout l'hiver, sa situation est tout bonnement terrible. Je croyais, dit Karénine d'une voix soudain perçante, qu'Anna Arkadievna avait obtenu tout ce qu'elle souhaitait. Ne récriminons pas, Alexis Alexandrovitch, le passé est le passé. Ce qu'elle attend maintenant, c'est le divorce. J'avais cru comprendre qu'au cas où je garderais mon fils, Anna Arkadievna refuserait le divorce. J'ai donc fait une réponse en ce sens et je considère cette question comme jugée, dit-il sur un mode de plus en plus aigu. Comme jugée? Ne nous échauffons pas, de grâce, dit Stepan Arkadievitch, touchant le genou de son beau-frère. Récapitulons plutôt.
Au moment de votre séparation, avec une générosité inouïe, tu lui laissais ton fils et tu acceptais le divorce. Ce beau geste l'a profondément touchée. Si, tu peux m'en croire. Elle s'est alors sentie trop coupable envers toi pour accepter. Mais la suite des événements lui a prouvé qu'elle s'était créée une situation intolérable. La situation d'Anna Arkadievna ne m'intéresse en rien, dit Karénine en levant les sourcils. Permets-moi de ne pas le croire, objecta doucement Oblonsky. Elle a mérité de souffrir, me diras-tu. Elle ne le nie pas. Elle estime même n'avoir pas le droit de t'adresser aucune prière. Mais nous tous qui l'aimons te supplions de la prendre en pitié. À qui ces souffrances profitent-elles? En vérité, ne dirait-on pas que vous m'accusez? Mais non, reprit Stepan Arkadievitch, touchant cette fois le bras de son beau-frère, comme s'il eût espéré l'adoucir par ses gestes. Je veux simplement te faire comprendre que tu ne perdras rien à ce que sa position s'éclaircisse. Laisse-moi arranger la chose. Tu n'auras pas à t'en occuper. Tu l'avais promis d'ailleurs. Mon consentement a été donné autrefois, mais entre-temps la question de l'enfant est intervenue et j'espérais qu'Anna Arkadievna aurait la générosité. Karénine s'arrêta. Il avait pâli. Ses lèvres tremblantes prononçaient les mots avec difficulté. Elle ne demande plus l'enfant, elle s'adresse à ton bon cœur. Elle te supplie de lui accorder le moyen de sortir de l'impasse où elle se trouve acculée. Le divorce devient pour elle une question de vie ou de mort. Elle se serait peut-être soumise, elle n'aurait pas bougé de la campagne si elle n'avait eu foi en ta parole. Forte de ta promesse, elle t'a écrit, elle est venue habiter Moscou, où depuis 6 mois elle vit dans la fièvre de l'attente, où chaque rencontre est pour elle comme un coup de couteau. Sa situation est celle d'un condamné à mort qui aurait depuis des mois la corde au cou et ne saurait s'il doit attendre sa grâce ou le coup final. Aie pitié d'elle. Je me charge de tout arranger. Vos scrupules, il ne s'agit pas de cela, interrompit Karénine, mais peut-être ai-je promis plus que je n'étais en droit de tenir. Tu reprends ta parole alors. Je demande seulement le temps de réfléchir. Pouvais-je donner pareille promesse? Que dis-tu là, Alexis Alexandrovitch s'écria Oblonsky en sautant de son siège. Que dis-tu là, Alexis Alexandrovitch? Elle est aussi malheureuse qu'une femme peut l'être. Tu ne saurais refuser. Pouvais-je donner pareille promesse? Vous professez d'être un libre penseur, mais moi qui suis croyant, je ne saurais dans une question aussi grave enfreindre les prescriptions de la doctrine chrétienne. Mais toutes les sociétés chrétiennes et notre Église elle-même admettent le divorce, dans certains cas, mais pas dans celui-ci. Je ne te reconnais plus, Alexis Alexandrovitch, dit Oblonsky après un moment de silence. Est-ce toi qui naguère, t'inspirant précisément de la pure doctrine chrétienne, faisais notre admiration à tous en accordant un pardon magnanime? Est-ce toi qui disais, après le manteau, il faut encore donner la robe? Je vous serai obligé de couper court à cet entretien, glapit tout à coup Alexis Alexandrovitch, qui s'était dressé de toute sa taille, blême et la mâchoire tremblante. Pardonne-moi de t'avoir fait de la peine, murmura Stepan Arkadievitch avec un sourire confus. Mais il fallait bien remplir la mission dont j'étais chargé. Il tendit la main à son beau-frère qui la prit et déclara après un instant de réflexion. Il faut que je cherche ma voie. Vous aurez après-demain ma réponse définitive. Chapitre 19. Stepan Arkadievitch allait sortir, lorsque Cornéille annonça Serge Alexeyevitch. Qui est-ce demanda Oblonsky. Ah, oui, le petit Serge, fit-il en se ravissant, et moi qui m'attendais à quelque directeur de ministère. Sa mère m'a prié de le voir, songea-t-il. Il se rappela l'air craintif et désolé dont elle lui avait dit « Tu le verras, tu pourras savoir ce qu'il fait, qui prend soin de lui, et même si c'est possible, il avait deviné son ardent désir d'obtenir la garde de l'enfant après la conversation qu'il venait d'avoir. Il comprenait, hélas, que la question ne pouvait même pas être soulevée. Il manque un point. Après la conversation qu'il venait d'avoir, il comprenait, hélas, que la question ne pouvait même pas être soulevée. Il n'en fut pas moins content de revoir son neveu, bien que Karénine l'eût aussitôt prévenu qu'on ne parlait pas de sa mère à l'enfant et prié en conséquence de ne faire devant lui aucune allusion à cette personne. Il a été gravement malade après leur dernière entrevue. Nous avons craint un moment pour sa vie.
Un traitement judicieux suivi de bain de mer en été l'a heureusement rétabli. Sur le conseil du médecin, je l'ai mis au collège. L'entourage de camarades de son âge exerce sur lui une influence salutaire. Il travaille bien et se porte à merveille. Mais c'est un vrai petit homme. Je comprends qu'on lui donne du Serge Alexeïevitch, s'écria Oblonsky en voyant entrer un beau garçon robuste, vêtu d'une veste bleue et d'un pantalon long, qui courut sans aucune timidité vers son père. Serge salua son oncle comme un étranger, puis, le reconnaissant, il rougit, prit un air courroucé et se détourna d'un air gêné, presque offensé, et tendit ses notes à Karénine. « Ce n'est pas mal du tout, dit celui-ci. Tu peux aller jouer. » Il a grandi, maigri, et perdu son air enfantin. « Il me plaît, dit Stepan Arkadievitch. Te souviens-tu de moi ?» L'enfant leva les yeux sur son père, puis sur son oncle. « Oui, mon oncle, répondit-il en baissant de nouveau le regard. Stepan Arkadievitch l'appela à lui et le prenant par le bras. « Eh bien, que devenons-nous » lui demanda-t-il pour le faire parler, ne sachant trop comment s'y prendre. L'enfant rougit et ne répondit rien. Il cherchait à dégager son bras de l'étreinte de son oncle et, dès que celui-ci l'eut lâché, il se sauva avec l'impétuosité d'un oiseau mis en liberté. Depuis 1 an que Serge avait revu sa mère, ses souvenirs s'étaient peu à peu effacés et, sous l'influence de la vie de collège, il les repoussait comme indignes d'un homme. Il savait que ses parents étaient brouillés, que son sort était lié à celui de son père et tâchait de se faire à cette idée. La vue de son oncle, qui ressemblait beaucoup à sa maman, le troubla. Quelques mots parvenus jusqu'à lui dans l'antichambre et surtout les traits tendus de ces 2 hommes lui firent comprendre qu'il s'était entretenu de sa mère. Et pour ne point avoir à juger l'homme dont il dépendait, pour ne point retomber dans des rêveries qu'il avait appris à mépriser, il jugea bon de fuir le regard de cet oncle qui venait importunément lui rappeler ce qu'il se donnait pour tâche d'oublier. Mais lorsque, en quittant le cabinet de Karénine, Stepan Arkadievitch le trouva jouant sur l'escalier et l'interrogea sur ses jeux, Serge, que ne gênait plus la présence de son père, se montra plus communicatif. Pour le moment, nous jouons au chemin de fer. 2 d'entre nous prennent place sur un banc. Ce sont les passagers. Un 3e monte dessus. Tous les autres s'y attellent et le tirent au galop à travers les salles. Ce n'est pas facile de faire le conducteur. Le conducteur ? C'est celui qui est debout, n'est-ce pas ? Demanda Oblonsky en souriant. Oui, il faut bien se tenir et faire attention à ne pas tomber, surtout quand ceux qui tirent s'arrêtent brusquement. Oui, c'est toute une affaire, dit Stepan Arkadievitch en considérant avec tristesse ses yeux si brillants qui n'avaient plus tout à fait la candeur de l'enfance et ressemblaient tant à ceux d'Anna. Oublieux de la promesse qu'il avait faite à Karénine, il ne put se défendre de demander « Te rappelles-tu ta mère ?»« Non, » répondit l'enfant qui rougit et se buta de nouveau. Stepan Arkadievitch ne tira plus de lui une seule parole. Quand, une demi-heure plus tard, le précepteur trouva Serge sur l'escalier, il ne put démêler s'il pleurait ou s'il boudait. Vous avez dû vous faire mal en tombant. J'avais bien raison de dire que c'était un jeu dangereux. Il faudra que j'en parle au directeur. Si je m'étais fait mal, personne ne s'en douterait. Vous pouvez m'en croire. Qu'avez-vous donc ? Rien, laissez-moi. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire, que je me souvienne ou non ? Et pourquoi me souviendrais-je ? Laissez-moi tranquille, répéta-t-il, défiant cette fois le monde entier. Chapitre 20. Comme toujours, Stepan Arkadievitch employa fort bien son temps dans la capitale, où l'appelait, outre le souci de ses affaires, le besoin de se rafraîchir. À l'en croire, l'air de Moscou sentait le renfermer. En dépit de ses omnibus et de ses cafés chantants, cette pauvre ville restait une espèce de marécage dans lequel on s'embourbait moralement. Au bout de quelques mois, Oblonsky prenait à cœur les reproches de sa femme, la santé et l'éducation de ses enfants, les menus détails du service et, qui l'eût cru, ses dettes elles-mêmes l'inquiétaient. Aussitôt qu'il mettait le pied à Pétersbourg et se retrouvait dans le monde des vivants, à Moscou on végétait, ses préoccupations fondaient comme cire au feu. On y entendait si différemment les devoirs envers la famille. Le prince Tchetchensky ne venait-il pas de lui raconter qu'ayant 2 ménages, il trouvait avantageux d'introduire l'aîné de ses fils légitimes dans sa famille de cœur, afin de le déniaiser ? Aurait-on compris cela à Moscou ? Ici, on ne s'embarrassait pas des enfants à la façon de Lvov.
On les mettait en pension, on ne renversait pas les rôles en leur donnant une place exagérée dans la famille. On comprenait que tout homme bien élevé a le droit et le devoir de vivre d'abord pour lui-même. Et puis, à l'encontre de Moscou, le service de l'État n'offrait ni intérêt ni avenir. À quelle brillante carrière ne pouvait-on pas prétendre dans une ville où l'ami Briantsev était déjà quelqu'un? Il suffisait pour cela d'une heureuse rencontre, d'un service rendu, d'un bon mot ou d'un jeu de physionomie bien placé. Enfin, et cela surtout levait les scrupules d'Oblonsky, comme on se souciait peu de la question d'argent. La veille encore, Bartiansky, qui vivait sur un pied de 50 000 roubles, lui avait dit à ce propos un mot bien édifiant. Comme ils allaient se mettre à table, « Tu serais bien aimable, avait insinué Stepan Arkadievitch, de parler en ma faveur à Mordvinsky. Je suis candidat à la place de membre, peu importe le titre, de toute façon je l'oublierai. Mais quelle idée de te commettre avec ces youpins !» « J'ai besoin d'argent, déclara tout franc Oblonsky, jugeant inutile de biaiser avec un ami. Je n'ai plus le sou. Tu n'en vis pas moins. Oui, mais avec des dettes. En as-tu beaucoup? Demanda bien Bartniansky avec sympathie. Oh oui, environ 20 000 roubles. Heureux mortel, s'écria l'autre en éclatant de rire. J'ai 1500 000 roubles de dettes, pas un sou à la clé. Et comme tu vois, je ne m'en porte pas plus mal. Cet exemple était confirmé par beaucoup d'autres. Ruiné, obéré de 300 000 roubles, Jivakov menait encore grand train. Depuis longtemps aux abois, le comte Krivtsov entretenait pourtant 2 maîtresses. Après avoir mangé 5 millions, Petrovski dirigeait une entreprise financière aux appointements de 20 000 roubles. Et comme ce Pétersbourg rajeunissait les gens, à Moscou, Stepan Arkadievitch considérait avec mélancolie ses cheveux grisonnants, s'endormait après ses repas, s'étirait, montait difficilement les escaliers, s'ennuyait en compagnie des jeunes femmes, ne dansait plus au bal. À Pétersbourg, il se croyait de 10 ans plus léger. Il y éprouvait la même sensation que son oncle, le prince Pierre, à l'étranger. « Nous ne savons pas vivre ici, lui dit ce jeune homme de 60 ans qui rentrait de Paris. Crois-moi si tu veux, à Bade, où j'ai passé l'été. La vue d'une jolie femme me donnait des idées. Un bon dîner légèrement arrosé me remettait d'aplomb. 15 jours de Russie, avec ma noble épouse, au fond de la campagne encore, et je n'étais plus qu'un vieillard. Adieu les jeunes beautés. Je ne quittais plus ma robe de chambre et pour peu j'allais faire mon salut. Heureusement que Paris m'a remonté. » Le lendemain de son entrevue avec Karénine, Stepan Arkadievitch alla voir Betsy Tverkoy, avec laquelle il entretenait des relations plutôt bizarres. Il lui faisait une cour pour rire en lui débitant de ses propos fort lestes dont il la savait friande. Ce jour-là, sous l'influence de l'air pétersbourgeois, il se laissa entraîner trop loin et fut heureux de voir la princesse Miyaki interrompre un tête-à-tête qui commençait à lui peser car il n'avait pas le moindre goût pour Betsy. « Ah, vous voilà, dit la princesse en l'apercevant. Et que devient votre sœur ? Ça vous étonne que je m'informe d'elle. C'est que, voyez-vous, depuis que tout le monde lui jette la pierre, à commencer par des femmes qui font 100 fois pis qu'elle, je l'absous complètement. Comment Vronsky ne m'a-t-il pas averti de leur passage à Pétersbourg ? Je serais allé la voir et je l'aurais menée partout. Faites-lui toutes mes amitiés et, en attendant, parlez-moi d'elle. » Sa position est fort pénible, commença Stepan Arkadievitch, obéissant naïvement à l'invite de la bonne dame. Mais celle-ci enfourcha aussitôt son dada. Elle a fait ce que font toutes les femmes, sauf moi, et elle a eu la loyauté d'agir ouvertement. Je l'approuve encore bien davantage d'avoir planté là cet imbécile. Je vous demande pardon, votre beau-frère, qu'on voulait faire passer pour un aigle. J'étais seule à protester, mais depuis qu'il s'est lié avec Landau et Lydie Ivanovna, tout le monde partage mon avis. Ça me gêne, mais pour une fois, impossible de faire bande à part. Vous allez peut-être m'expliquer une énigme. Hier, à propos du divorce, mon beau-frère m'a dit qu'il ne pouvait me donner de réponse avant d'avoir réfléchi. Et ce matin, je reçois un mot de la comtesse Lydie m'invitant à passer la soirée chez elle. « C'est bien cela !» s'écria la princesse enchantée. « Ils vont consulter Landau. »« Landau ? Qui est-ce ?»« Comment, vous ne connaissez pas le fameux Jules Landau, le clairvoyant ? Voilà ce qu'on gagne à vivre en province. » C'est aussi un toqué, mais le sort de votre sœur est entre ses mains. Landau était commis de boutique à Paris. Il vint un jour consulter un médecin, s'endormit dans le salon d'attente et, pendant son sommeil, donna aux assistants les conseils les plus surprenants.
La femme de Yuri Meledinsky l'appela auprès de son mari malade. Selon moi, il ne lui a fait aucun bien. Mais tous deux se sont toqués du landau et l'ont amené en Russie. Ici, tout le monde s'est jeté sur lui. Il a guéri la princesse Bessoupov, qui, par reconnaissance, l'a adopté. Vous dites, je dis, adopté. Il ne s'appelle plus Landau, mais comte Bessoupov. Mais peu importe. Eh bien, cette folle de Lydie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, s'est coiffée du landau. Rien de ce qu'elle et Karénine entreprennent ne se décide sans l'avoir consultée. Voilà pourquoi, je vous le répète, le sort de votre sœur repose entre les mains de Landau, comte Bessoupov. Chapitre 21. Après un excellent dîner chez Bartniansky, suivi de nombreux verres de cognac, Stepan Arkadievitch se rendit avec quelque peu de retard chez la comtesse Lydie. « Qui est là? Le Français » demanda-t-il au Suisse en remarquant auprès du pardessus bien connu de Karénine un bizarre manteau à agrafes. « Alexis Alexandrovitch Karénine et le comte Bessoupov » répondit sévèrement le Suisse. La princesse Miyaki a deviné juste, se dit Oblonsky en montant l'escalier. C'est une femme à cultiver, elle a une grande influence. Un modèle à Pomorski et mon affaire est dans le sac. Bien qu'il fît encore grand jour, les stores du petit salon étaient déjà baissés et les lampes allumées. Assis auprès d'un guéridon, la comtesse et Karénine s'entretenaient à voix basse, tandis qu'un homme sec, petit, très pâle, avec de beaux yeux brillants, une tournure féminine, des jambes grêles et de longs cheveux retombant sur le collet de sa redingote, se tenait à l'autre bout de la pièce, examinant les portraits suspendus au mur. Après avoir présenté ses hommages à la comtesse et salué son beau-frère, Oblonsky se retourna involontairement vers ce singulier personnage. « Monsieur Landau, dit la comtesse doucement et avec une précaution. Monsieur Landau, dit la comtesse doucement et avec une précaution qui frappa Stepan Arkadievitch. Landau s'approcha aussitôt, sourit, posa sa main inerte et moite dans celle d'Oblonsky, auquel la comtesse le présenta, et reprit son poste près des portraits. Lydie Ivanovna et Karénine échangèrent un regard significatif. « Je suis très heureux de vous voir, et particulièrement aujourd'hui, dit la comtesse à Oblonsky en lui désignant un siège près de son beau-frère. Je vous l'ai présenté sous le nom de Landau, continua-t-elle après un regard au Français, mais vous savez sans doute qu'il s'appelle comte Bessoupov. Il n'aime pas ce titre. Oui, j'ai entendu dire qu'il avait complètement guéri la comtesse Bessoupov. Oui, elle est venue me voir aujourd'hui et fait peine à voir, dit la comtesse en s'adressant à Karénine. Cette séparation lui porte un coup affreux. Le départ est donc décidé. Le départ est donc décidé, demanda Karénine. Oui, il va à Paris. Il a entendu une voix, répondit Lydie Ivanovna en regardant Oblonsky. Une voix, vraiment, répéta celui-ci, sentant qu'il fallait user d'une grande prudence dans une société où se passaient des mystères dont il n'avait point la clé. Après quelques instants de silence, la comtesse jugea le moment venu d'aborder les affaires sérieuses et dit à Oblonsky avec un sourire subtil. « Je vous connais depuis longtemps. Les amis de nos amis sont nos amis. Mais pour être vraiment amis, il faut se rendre compte de ce qui se passe dans l'âme de ceux qu'on aime. Et je crains que vous n'en soyez pas là avec Alexis Alexandrovitch. Vous comprenez ce que je veux dire ?» demanda-t-elle en levant ses beaux yeux rêveurs vers Stepan Arkadievitch. « Je comprends en partie que la position d'Alexis Alexandrovitch, répondit Oblonsky, qui, ne voyant guère où elle voulait en venir, préféra rester dans les généralités. « Oh, je ne parle pas des changements extérieurs, dit gravement la comtesse, suivant d'une œillade amoureuse Karénine qui s'était levée pour rejoindre Landau. C'est son cœur qui est changé, et je crains fort que vous n'ayez pas suffisamment réfléchi à la portée de cette transformation. Je puis me la figurer en traits généraux. Nous avons toujours été en excellents termes. Et maintenant encore, commença Oblonsky, qui crut bon de donner à son regard une nuance de tendresse. Il savait que Lydie Ivanovna comptait 2 ministres parmi ses amis et se demandait auprès duquel elle pourrait le plus efficacement le servir. Cette transformation ne porte nulle atteinte à son amour du prochain. Au contraire, elle l'élève, elle l'épure. Mais je crains que vous ne me compreniez pas. Une tasse de thé, proposa-t-elle en désignant un domestique porteur d'un plateau. Pas tout à fait, comtesse. Évidemment, son malheur est devenu son bonheur, puisque son cœur s'est éveillé à lui, dit la comtesse dont le regard devenait de plus en plus langoureux. Je crois qu'on pourra la prier de parler à tous les deux, songea Oblonsky.
Je crois qu'on pourra la prier de parler à tous les deux, songea Oblonsky. Et tout haut, certainement, comtesse, approuva-t-il, mais c'est là une de ces questions intimes qu'on n'ose guère aborder. Au contraire, nous devons nous entraider. Sans doute, mais il existe parfois de telles divergences d'opinion, fit Oblonsky avec son sourire onctueux. Il ne peut y avoir de divergence quand il s'agit de la sainte vérité. Sans doute, répéta Oblonsky, qui, voyant la religion entrer en jeu, préféra se dérober. Entre-temps, Karénine s'était rapprochée. Je crois qu'il va s'endormir, annonça-t-il à voix basse. Stepan Arkadievitch se retourna. Landau s'était assis près de la fenêtre, le bras appuyé sur un fauteuil et la tête baissée. Il la releva en voyant les regards tournés vers lui et sourit d'un air enfantin. Ne faites pas attention à lui, dit Lydie Ivanovna en avançant un siège à Karénine. J'ai remarqué, à ce moment, un domestique vint lui apporter un billet qu'elle parcourut à la hâte et auquel elle fit réponse avec une rapidité extraordinaire après s'être excusée auprès de ses invités. J'ai remarqué, poursuivit-elle, que les moscovites, les hommes surtout, étaient les gens les plus indifférents du monde en matière de religion. J'aurais cru le contraire, comtesse, à en juger par leur réputation. Mais vous-même, dit Alexis Alexandrovitch, vous me semblez appartenir à la catégorie des indifférents. Est-il possible de l'être s'écria Lydie Ivanovna. Je suis plutôt dans l'attente, répondit Oblonsky avec son sourire le plus conciliant. Mon heure n'est pas encore venue. Karénine et la comtesse se regardèrent. Nous ne pouvons jamais connaître notre heure, ni savoir si nous sommes prêts ou non, déclara gravement Alexis Alexandrovitch. La grâce n'obéit pas à des considérations humaines. Elle néglige parfois ceux qui la recherchent pour descendre sur ceux qui ne sont point préparés à la recevoir. Témoin Saoul. Il ne s'endort pas encore, dit la comtesse qui suivait des yeux les mouvements du Français. Landau se leva et s'approcha du groupe. Vous me permettez d'écouter demanda-t-il. Mais bien sûr, je ne voulais pas vous gêner, prenez place, dit la comtesse tendrement. L'essentiel est de ne pas fermer les yeux à la lumière, continua Alexis Alexandrovitch. Et si vous connaissiez le bonheur que l'on éprouve à sentir sa présence constante dans nos âmes, déclara Lydie Ivanovna avec un sourire extatique. On peut malheureusement être incapable de s'élever à de semblables hauteurs, objecta Stepan Arkadievitch, non sans hypocrisie. Comment indisposer une personne dont un seul mot à Pomorski pouvait lui obtenir la place qu'il convoitait? Vous voulez dire que le péché ne nous le permet pas? Mais c'est une idée fausse. Le péché n'existe plus pour celui qui croit. Pardon, fit-elle en voyant le domestique lui apporter un second billet qu'elle parcourut. Répondez que je serai demain chez la grande-duchesse. Non, pour le croyant, le péché n'existe plus, répéta-t-elle. Oui, mais la foi sans les œuvres n'est-elle pas sans vertu dit Stepan Arkadievitch, se rappelant cette phrase de son catéchisme et ne défendant plus son indépendance que par un sourire. Le voilà, ce fameux passage de saint Jacques qui a fait tant de mal, s'écria Karénine en regardant la comtesse, comme pour lui rappeler de fréquentes discussions sur ce sujet. Que dame, la fausse interprétation qu'on en donne n'aura-t-elle pas éloigné de la foi? Or le texte dit exactement le contraire. Ce sont nos moines qui prétendent se sauver par les œuvres, les jeûnes, les mortifications, dit la comtesse d'un air de souverain mépris. Mais cela n'est écrit nulle part. Croyez-moi, on fait son salut beaucoup plus simplement, ajouta-t-elle en accordant à Oblonsky un de ces regards dont elle encourageait les premiers pas à la cour des jeunes demoiselles d'honneur. Karénine l'approuva du regard. Le Christ nous a sauvés en mourant pour nous. Il n'y a que la foi qui sauve, déclara-t-il. Vous comprenez l'anglais demanda Lydie Ivanovna, et sur un signe affirmatif, elle se dirigea vers une étagère. Je vais vous lire Safe and Happy ou bien Under the Wing, dit-elle en interrogeant Karénine du regard. C'est très court, ajouta-t-elle en venant se rasseoir. Vous verrez comment on acquiert la foi et le bonheur surnaturel qui remplit l'âme croyante. Ne connaissant plus la solitude, l'homme ne saurait plus être malheureux. Elle allait commencer sa lecture, mais le domestique vint de nouveau la déranger. Madame Borodzine, demain à 2 heures. À propos, reprit-elle en poussant un soupir et en marquant d'un doigt la page qu'elle voulait lire. Voulez-vous savoir comment opère la foi véritable? Vous connaissez Marie Sanine. Vous savez son malheur. Elle a perdu son fils unique.
Eh bien, depuis qu'elle a trouvé sa voie, son désespoir s'est changé en consolation. Elle remercie Dieu de la mort de son enfant. Tel est le bonheur que donne la foi. Évidemment, c'est très... murmura Stepan Arkadievitch, heureux de pouvoir se taire pendant la lecture. Décidément, se dit-il, je ferais mieux de ne rien demander aujourd'hui et de filer au plus vite. Autrement, je pourrais bien me casser le nez. Cela vous ennuiera, dit la comtesse à Landau, car vous ne savez pas l'anglais. Mais je n'en ai pas pour longtemps. Oh, je comprendrai, répondit l'autre, toujours souriant. Karénine et la comtesse échangèrent un regard attendri et la lecture commença. Excusez-moi. Allons-y, on va finir la lecture. Les étranges propos qu'il venait d'entendre avaient plongé Stepan Arkadievitch dans la stupéfaction. Certes, la complexité de la vie pétersbourgeoise offrait avec la monotonie moscovite un contraste qu'il prisait fort, mais vraiment ce milieu insolite déroutait par trop ses habitudes. Tout en écoutant la comtesse et en sentant les yeux naïfs ou fripons, il n'en savait trop rien. De Landau fixé sur lui, il éprouvait une certaine lourdeur de tête. Les pensées les plus diverses se pressaient dans son cerveau. Marie Sanine est heureuse d'avoir perdu son fils. Ah, si je pouvais fumer. Pour être sauvée, il me suffit de croire. Les moines n'y entendent rien, mais la comtesse le sait. Pourquoi ai-je si mal à la tête? Est-ce à cause du cognac ou de l'étrangeté de tout cela? Je n'ai encore rien commis d'incongru, mais décidément, je préfère ne rien solliciter aujourd'hui. On prétend que ces gens-là vous obligent à réciter des prières. Ce serait par trop ridicule. Quelles inepties lit-elle là? Il faut reconnaître qu'elle prononce bien l'anglais. Landau Bezoubov. Pourquoi Bezoubov? Ici, Stepan Arkadievitch se reconnut dans la mâchoire un mouvement qui allait tourner au bâillement. Il eut beau se secouer, tirer sur ses favoris, le sommeil le gagnait irrésistiblement. Peut-être même allait-il faire entendre un ronflement quand soudain il tressaillit d'un air coupable. « Il dort !» venait de dire la comtesse. Par bonheur, ces paroles se rapportaient à Landau qui s'était assoupi de son côté. Mais alors que le sommeil d'Oblonsky eût sans doute offensé et Lydie Ivanovna et Karénine, était-ce bien sûr dans un monde si anormal? Celui de Landau les réjouit fort, surtout la comtesse. « Mon amie, dit-elle, appelant ainsi Karénine dans l'enthousiasme du moment et redressant avec prudence les plis de sa robe de soie. « Donnez-lui la main, vous voyez ?»« Chut, je ne reçois personne, marmotta-t-elle au domestique qui faisait une troisième apparition. Le Français dormait ou feignait de dormir, la tête appuyée au dossier de son fauteuil, tandis qu'appuyé sur le genou, sa main moite esquissait le geste d'attraper quelque chose. Alexis Alexandrovitch s'approcha de lui, non sans avoir accroché le guéridon en dépit de ses précautions, et mit sa main dans la sienne. Stepan Arkadievitch s'était aussi levé. Ouvrant de grands yeux pour se convaincre qu'il ne dormait plus, il regardait tantôt l'un, tantôt l'autre, et sentait ses idées s'embrouiller de plus en plus. Que la personne qui est arrivée la dernière, celle qui demande qu'elle sorte, murmura le Français sans ouvrir les yeux. Vous m'excuserez, mais vous voyez, revenez vers 10 heures, encore mieux demain. Quelle sorte, répéta le Français avec impatience. C'est moi, n'est-ce pas? Demanda Oblonsky, et sans demander son reste, il sortit sur la pointe des pieds et se sauva dans la rue comme s'il eût fui une maison pestiférée. Pour reprendre son équilibre, il s'efforça de plaisanter avec le cocher du fiacre qui l'emmenait au théâtre français. Il arriva pour le dernier acte et se retrouva dans son élément ainsi qu'au restaurant où quelques flûtes de champagne le ragaillardirent, sans dissiper entièrement son malaise. En rentrant chez son oncle Pierre, il trouva un billet de Betsy, l'engageant à venir reprendre le lendemain l'entretien interrompu, ce qui lui fit faire la grimace. Un bruit de pas lourds, comme de gens qui portaient un fardeau, l'attira sur l'escalier, où il aperçut son oncle si rajeuni par son voyage à l'étranger qu'on le ramenait complètement ivre. Bien qu'il pût à peine se tenir debout, le bonhomme s'accrocha à son neveu et le suivit jusque dans sa chambre, où il s'endormit sur une chaise après avoir vainement tenté de lui raconter ses prouesses. En revanche, Oblonsky n'arrivait pas à trouver le sommeil. Contre son habitude, il se sentait fort déprimé et ne pouvait se souvenir sans honte des événements de la journée, en particulier de la soirée chez la comtesse.
Le lendemain, Karénine l'avisa qu'il refusait catégoriquement le divorce. Oblonsky comprit que cette décision lui avait été inspirée par le français au cours de son sommeil, vrai ou fin. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Oh, j'aurais bien aimé... Non, tant pis, je m'arrête là. Au chapitre 23. Voilà. Un petit... Oui, ça fait déjà 1 heure de lecture, c'est pas non plus rien. The Traveler. C'est moi qui vais lire en anglais. Vous avez de la chance. Non, pas celui-ci. Oh, puis si, mais en français. La voyageuse. Chemin de traverse, étant jadis et seul des nuits entières, rayons de soleil et vagues marines, étoiles et pierres, sans hommes et sans amis, sans caverne où loger, c'est cela ma torture, mes longues nuits isolées. J'ai pas très bien lu ça. Donc, je suis tombée sur And That Bad. And That Bad. Non, là, c'est trop... C'est technique, hein, pour... C'est technique à prononcer, celui-ci, en anglais. Je veux pas le massacrer. On déchire, non? On danse le funky chicken devant le barbecue. On kiffe les derniers tubes en sirotant du gin. Je dégage le do-rag qui retient ma coupe afro. Je m'enveloppe de négritude. Je brille, je scintille, non? Et j'écoute Stevie Wonder en faisant cuire haricots et riz. Ou bien je vais à l'opéra pour entendre Leontine Price. Lâche-toi, Jesse Jackson. Danse, Alvin Haley. Parle, Miss Barbara Jordan. Groove, Miss Pearlie Bailey. Ils déchirent, hein? Ils sont noirs, non? Ils sont noirs, non? Ils déchirent, hein? Ils déchirent, hein? Et ils sont noirs, non? Ils sont noirs, non? Et ils sont bons, non? Noirs comme l'heure dans la nuit, quand ton amour se retourne et remue contre toi, noir comme la terre qui a donné naissance aux nations et qui restera quand tout le reste aura disparu. Il déchire comme la tempête qui fait rage dans les cieux, apportant une pluie bienvenue. Il déchire comme le soleil qui cogne dur à midi, soulevant à nouveau les eaux. Arthur Ashe sur le court de tennis, Mohamed Ali sur le ring, André Watts et Andrew Young, des hommes noirs qui assurent. Vêtus de violet et de roses et de vert, exotiques comme du rhum coca, nos vies. On les vit avec style et éclat, on est haut en couleur, hein? On déchire, hein? On est noir, et on est noir, non? Et on est noir, non? Et on déchire, hein? Et on déchire, hein? Et on est noir, non? Et on est bon, non? Vous allez sans doute vous dire, mais elle a pas. Je me moque. Je me moque, je vais pas au bout de ma moquerie. Compliqué. Il est dur à lire. Il est dur à lire. Je sais pas, c'est en fait, en anglais, il sonne vraiment différemment. Il y a des sonorités qui... Mais bon, still I rise. J'arrive pas à le dire en anglais. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I rise. C'est fou comme j'arrive pas à prononcer ce mot. Pourtant je m'élève. Tu peux me faire passer à l'histoire avec tes mensonges pervers et me traîner dans la poussière, mais comme elle, je me soulèverai.
Mon exubérance t'irrite-t-elle? La tristesse te gagne. Pourquoi? Parce que j'avance comme si j'avais des puits de pétrole chez moi. Tout comme les lunes et les soleils, aussi sûr que les marées, tel un espoir qui se réveille, toujours je m'élèverai. Voulais-tu me voir briser, la tête courbée, les yeux baissés, mes épaules tombant comme des larmes, par mon âme en pleurs diminuée? Est-ce mon dédain qui t'offense? Tu peines vraiment à l'accepter, car je ris comme si des mines d'or dans mon jardin étaient creusées. Tire-moi dessus avec tes mots, saigne-moi donc avec tes yeux, tue-moi avec ta haine, mais pourtant, comme l'air, je m'élèverai. Mon côté sexy te dérange, et pour toi, est-ce une surprise que je danse comme si des diamants nichaient au croisement de mes cuisses? Des taudis honteux de l'histoire, je m'élève. D'un passé pétri de souffrance, je m'élève. Tel un océan noir, bondissant et immense, débordant, grossissant, je porte la marée. Abandonnant les nuits de terreur et d'effroi, je me lève. Dans une aurore à l'éclat merveilleux, je m'élève, apportant les cadeaux offerts par mes aïeux. Je suis le rêve et l'espoir de l'esclave. Je me lève, je me soulève, je m'élève. I rise, I rise, I rise. Donne quand même envie d'être lu très mal en anglais, non? Je suis pas sûre de... Non, il faut aller la voir. L'écouter lu par Maya Angelou. Voilà, qui le lit si bien. Voilà, j'avais envie de quelque chose de très positif pour finir. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. J'avais envie de quelque chose de très positif pour finir cette lecture. Et je crois que c'était bien Maya Angelou. Voilà. Eh oui, c'est vrai. On retrouve dans les livres le racisme, plus que du racisme d'ailleurs, souvent. Et aussi l'antisémitisme. C'est des choses qu'on retrouve souvent. Qui font toujours mal. D'ailleurs, ça me fait toujours... vous voyez qu'émotionnellement, je ne suis pas au point parce que souvent, quand je retrouve du racisme ou même du jugement de classe aussi, ça m'arrive, ma lecture est un peu plus hésitante le temps que j'absorbe l'information. Voilà. Et que je me dise, allez, on continue. Malgré tout. Mais je suis pas sûre que c'est... Il critique tellement de choses dans... Et peut-être qu'il critique tout à la fois. Tolstoï. Je ne sais pas. Siffler. Je suis tombée dessus. Allez, on va lire ça. Piano, violon, j'aime leur harmonie. Mais je n'ai jamais eu le loisir d'y exceller, car le harcèlement incessant de la vie ne m'a laissé de temps que pour l'art de siffler. Je ne prétendrai pas y être passé maître. La vie est courte, hélas, tandis que l'art est long.
Mais je plains tous ceux-là qui n'ont pu le connaître, cet art que j'ai reçu comme un merveilleux don. D'en explorer plus loin la science profonde, c'est le couronnement que je veux obtenir, espérant bien enfin quelque jour parvenir à siffler, persifler, moi, vous et tout le monde. Eh bien, je trouve ça fabuleux pour Hermann Hesse. Siffler, c'est aussi... Ils sont pas tous légers. Et c'est pas mal. Ça me fait toujours penser à cette phrase que je vous citerai pas par cœur parce que je ne fais pas ça. Dans L'homme qui marchait sur la lune, vous n'aurez pas le nom de l'auteur. Et dans cette phrase, il dit, parce qu'il marche dans la montagne, enfin il poursuit, il est poursuivi, on ne sait pas trop, mais je vous laisse découvrir le livre dans ces cas-là. Et est-ce que c'est lui qui siffle ou une autre personne? Je crois que c'est lui qui siffle. Et il dit que siffler et fredonner, ce sont deux activités qui, en même temps, apportent une grande joie et une grande décontraction, enfin, oui, à la personne qui pratique l'activité et qu'en même temps, elle apporte un grand agacement chez ceux qui l'écoutent. Peut-être pas toujours, mais souvent. Moi, j'aime bien entendre fredonner les gens ou siffler les gens dans la rue. Surtout quand la vie est difficile et quand toutes les nouvelles sont plutôt mauvaises, ça veut dire que les gens, malgré tout, parviennent à trouver un endroit en eux assez léger, une sorte de joie, de détente. Alors, il y en a qui le font peut-être nerveusement, mais la plupart du temps, il faut quand même être, je sais pas, assez détendu et assez léger pour se permettre de siffler ou de chantonner quand on est plongé dans ses pensées. Je crois. Bon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce sujet, je n'ai pas fait des recherches incroyables, mais j'avais juste envie de dire ça. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin d'Anna Karénine. Faites bien attention à vous surtout. Et j'ai fait une vidéo sur Manon Lescaut et j'ai, je pense, beaucoup d'approximations, voire de choses fausses historiquement. Dit des informations assez fausses historiquement ou assez pas forcément fausses mais pas très précises. Donc je compte refaire une vidéo plus courte, je ne sais pas. Je publierai sans doute les deux. Pourquoi je vous dis ça? C'est un pense-bête. Vous me servez aussi de pense-bête. La bête, c'est moi. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à très bientôt.